Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce podcast dédié à l'actualité, ce podcast qui va vous inviter à plonger au cœur de la Martinique et de la Caraïbe dans un voyage où nous explorons les éléments qui constituent l'essence et l'identité de notre région. Ensemble, nous découvrirons la richesse de notre culture, la profondeur de notre histoire, l'importance de notre économie, la vitalité de notre agriculture et le rôle crucial de notre connaissance et compréhension de l'environnement et de la société. Pour ouvrir cette chaîne, je commencerai par l'histoire, mémoire et héritage, où je vous proposerai de faire un bond dans le passé pour comprendre pourquoi l'économie de la plantation et pourquoi l'implémentation de la France et des puissances coloniales de l'époque au sein de l'Amérique. Et je vous proposerai à partir de cette observation de l'histoire de faire un pont avec le présent et de voir ce qui a été conservé de ce mécanisme, de ce mode de fonctionnement du passé, surtout en France avec ses colonies. Et pourquoi je pense que la France de nos jours et actuellement n'est pas prête à donner une totale autonomie, une totale indépendance à ces territoires d'outre-mer. Commençons avec l'histoire de la Martinique et de la Caraïbe. Elle est marquée par de multiples vagues de migration, de colonisation et de lutte pour la liberté. Nous examinerons dans ces épisodes notre passé, la période précoloniale et les révoltes esclavagistes, les combats pour l'autonomie. Bref, nous tenterons de comprendre notre histoire pour mieux saisir les défis actuels et les aspirations de demain. De manière factuelle, nous cherchons ainsi à renouer avec notre passé, à en tirer des leçons pour aujourd'hui et pour les générations futures. L'objectif étant d'avoir une vue éclairée sur ce que nous vivons et dans quel contexte nous vivons actuellement. Alors prenez place, abonnez-vous pour rester informés, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, bien sûr, et rejoignez-nous pour explorer ensemble la culture, l'histoire, l'économie et les défis de notre région. Le voyage commence ici. L'histoire de la Martinique depuis le système colonial est profondément marquée par la colonisation française, l'esclavage et les mouvements vers l'émancipation et l'autonomie. Je parle de l'histoire de la Martinique parce que je suis martiniquaise, mais c'est l'histoire de tout département ou territoire d'outre-mer ou collectivité d'outre-mer se trouvant de près ou de très près rattaché à la France. Donc voici un aperçu de cette trajectoire historique que j'ai fondée sur des archives et des travaux académiques pour en faire une synthèse que je vais partager avec vous. Je vais évoquer le règne de deux monarques, Louis XIII, 1610-1643, et Louis XIV, 1643-1715. Nous allons voir comment, à partir de ces deux monarques, et qui a été l'investigateur de la mise en place de ce système colonial qui avait pour but de répondre à des besoins, des attentes, des objectifs. On tentera aussi de comprendre les raisons de ce système et à partir de là, de faire un pont avec notre situation actuelle et de voir comment nous sommes aujourd'hui régis un peu par ce qui reste de ce système qui a simplement évolué au sein d'une démocratie. C'est parti sous Louis XIII. La colonisation française commence à prendre forme, en particulier grâce aux initiatives soutenues par le cardinal de Richelieu. À cette époque, la France fonde ses premières colonies dans les Caraïbes et en Amérique du Nord. Faisons le point justement sur ces colonies en Amérique du Nord tout d'abord, puisque c'est de là que les choses commencent. La Nouvelle-France, 1534-1773, colonie sous le règne de Louis XIII, mais bien avant, bien que la colonisation de la Nouvelle-France commence avant Louis XIII, notamment avec les explorations de Jacques Cartier, c'est bien sous le règne de ce monarque que la colonie prend véritablement de l'importance. En 1608, Samuel de Champlain fonde Québec, qui devient la capitale de la Nouvelle-France. Pendant cette période, les Français explorent et colonisent le fleuve Saint-Laurent et établissent des relations commerciales avec des populations autochtones. Dans le même temps, les premières missions religieuses, telles que celle des jésuites, se développent également durant cette période pour convertir les autochtones. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'apporter une définition d'une colonie. Qu'est-ce que cela désignait pour cette époque? Eh bien, c'est un territoire occupé, administré et exploité par un pays, souvent situé loin de celui-ci,
dans le but de servir ses intérêts économiques, stratégiques et politiques. Le pays colonisateur envoie des colons pour peupler, administrer et contrôler ce territoire tout en imposant ses lois, sa culture et son système économique. Le territoire colonisé est ainsi subordonné et dépendant du pays colonisateur. Sous le règne de Louis XIII et sous l'influence de son ministre, le cardinal de Richelieu, la colonisation visait avant tout des objectifs économiques et géopolitiques. Pour la France de cette époque, une colonie était un territoire servant principalement à fournir des ressources naturelles, à établir une présence stratégique, à évangéliser et civiliser selon la mission religieuse. Donc le projet colonial inclut l'idée de convertir les populations autochtones au catholicisme, affirmant une dimension religieuse et civilisatrice au projet colonial. Donc pour Louis XIII et Richelieu, la colonie était donc une extension de l'État français qui devait renforcer la puissance et la richesse du royaume en exploitant des ressources, en protégeant des positions géopolitiques et en diffusant la foi catholique avec le soutien des dispositifs économiques comme les monopoles commerciaux. Donc là, c'était une petite parenthèse que je tenais à ouvrir avant d'aller plus loin. Donc, poursuivons, en Amérique du Nord, l'Acadie, 1604-1713. L'Acadie, située dans l'actuelle province canadienne de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, j'espère et je m'en excuse que je prononce correctement, est une autre colonie fondée au début du XVIIe siècle. Elle est colonisée en 1604 par Pierre Dugas de Mons et Samuel de Champlain. La colonie devient une base pour les activités de pêche et de commerce de fourrure. En ce qui concerne les Caraïbes sous Louis XIII, la France commence à coloniser les Caraïbes, principalement sous l'impulsion de Richelieu et de la Compagnie des îles d'Amérique. Là, ça va commencer à devenir très intéressant. Nous rentrerons un peu plus tard dans pourquoi la Compagnie des îles d'Amérique, quels étaient ses objectifs. Je les ai un peu abordés en définissant le mot colonie, mais vous allez voir, on va rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard. Alors, dans les Caraïbes, la France colonise Saint-Christophe, c'est-à-dire Saint-Kitts, en 1625, grâce à Pierre Belin d'Esnambuc, je dirais Pierre. Il s'installe en 1625, mais cependant, la colonie, elle est déjà occupée avec les Anglais. Donc, elle est partagée avec les Anglais, bien sûr. Et des tensions subsistent entre les deux puissances coloniales. En Guadeloupe, 1635, la France fonde une colonie. Ils fondent une colonie dirigée par Charles Liénard de l'Olive et Jean Duplessis de Sonville, sous l'égide de la Compagnie des îles d'Amérique. C'est-à-dire que la compagnie commence à être structurée, elle a des objectifs et elle est en train de les atteindre. Martinique, toujours la même année, c'est Pierre qui va prendre possession de la Martinique pour la France la même année, ce qui marque le début de la colonisation française de l'île. Saint-Barthélemy et Saint-Martin en 1648, mais pareil, Saint-Martin est partagé entre les Français et les Hollandais, tandis que Saint-Barthélemy est colonisé. Donc vous voyez que sous Louis XIII, les choses vont s'organiser sous l'impulsion du cardinal de Richelieu qui va fonder une compagnie pour structurer tout ça et atteindre des objectifs. On y reviendra dans un instant. Regardons un peu sous Louis XIV comment les choses se sont passées. Sous Louis XIV, la politique coloniale de la France devient plus ambitieuse, en particulier grâce à Jean-Baptiste Colbert, qui organise et renforce les colonies françaises. Durant cette période, la France étend son empire colonial à travers l'Amérique du Nord, les Caraïbes et une partie de l'Amérique du Sud. Alors faisons un point de situation. A-t-elle perdu des colonies ou pas? En Amérique du Nord, durant le règne de Louis XIV, la Nouvelle-France s'étend, elle s'étend considérablement. En 1663, la colonie passe sous administration royale avec un intendant et un gouverneur. C'est pour cela que j'ai pris la peine de définir colonie pour vous. Québec devient un centre important et les explorations de figures comme René Robert Cavalier de La Salle permettent à la France de revendiquer de vastes territoires. En 1682, La Salle descend le fleuve Mississippi et revendique la Louisiane, qu'il nomme en l'honneur de Louis XIV. Entre parenthèses, en Louisiane, on parle un patois en créole. La colonie de la Louisiane sera officiellement fondée en 1699 avec l'établissement de Biloxi par Pierre le Moine d'Iberville. Qu'en est-il de l'Acadie? L'Acadie continue d'être une colonie française sous Louis XIV, mais elle sera l'objet de nombreux conflits entre les Français et les Anglais. Ces tensions culmineront avec la guerre de succession d'Espagne, qui se soldera par la cession de l'Acadie à la Grande-Bretagne en 1713.
Il y a un traité qui n'a pas été en faveur de la France hein, sur ce coup-là. Les Caraïbes sous Louis XIV, eh bien la France va consolider sa présence dans les Caraïbes avec plusieurs îles stratégiques. Haïti, 1659. En 1659, la France s'installe sur la partie occidentale de l'île Hispaniola. Cette colonie deviendra l'une des plus riches colonies françaises au monde grâce à l'économie de plantation basée sur le sucre et l'esclavage. Donc vous comprenez pourquoi, lorsque la France a perdu cette colonie, elle avait une arête dans la gorge. Laissez vos ressentis et vos commentaires. N'hésitez pas à donner aussi de votre savoir. Donc Saint-Domingue devient rapidement une pièce maîtresse de l'empire colonial français dans les Caraïbes. Grenade, en 1649, la France prend possession de l'île de Grenade, bien qu'elle soit également disputée par les Britanniques. Les îles du Vent et les îles sous le vent, la France établit aussi une présence dans plusieurs autres îles de l'archipel des Antilles, notamment la Martinique, déjà colonisée, rappelez-vous, sous Louis XIII, mais elle vient consolider et renforcer son contrôle sous Louis XIV. En Amérique du Sud, la France colonise également une partie de la côte nord de l'Amérique du Sud, en Guyane. Cette colonie est fondée en 1643, mais connaîtra des hauts et des bas, notamment en raison de la rivalité avec les Hollandais et les Britanniques. Si on fait un bilan de ces deux monarques, la France développe un vaste empire colonial en Amérique. Au total, elle contrôlait plusieurs grandes régions dans les Amériques. Quand je vous dis que la France développe un vaste empire colonial, c'est qu'elle a structuré, grâce à sa compagnie, la compagnie qui a été créée par le cardinal. Donc faisons un point. Nouvelle-France, nous avions Québec, Acadie a été perdu et Louisiane. Dans les colonies, nous avions notamment Caraïbes, nous avions Guadeloupe, Martinique, Saint-Christophe, Saint-Domingue, donc Haïti, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Grenade, et en Amérique du Sud, Guyane. Ces territoires représentaient une grande partie de l'Empire français jusqu'au XVIIIe siècle, mais les rivalités avec l'Angleterre et l'Espagne ont constamment fragilisé leur contrôle, entraînant des guerres, des pertes de territoire et des traités de paix défavorables. Le cardinal de Richelieu. On va maintenant parler de ce monsieur qui est un homme d'État influent sous le règne de Louis XIII et qui a fondé la Compagnie des îles d'Amérique en 1626. Alors pour plusieurs raisons stratégiques et économiques liées au contexte de l'époque. Donc c'est ce que je vous propose d'observer parce que c'est à partir de ces raisons que nous allons faire des ponts avec ce qui se passe actuellement à notre époque et se rendre compte de l'évolution ou pas de la situation. Y a-t-il eu un changement? C'est ça, est-ce qu'il y a eu un moment, une date qui a apporté le changement? Donc ça va nous permettre de regarder cela avec beaucoup on va rester avec, en étant factuel, en regard éclairé, et faire des transitions et voir si nous sommes plutôt dans une continuation et comment nous pouvons nous sortir de cette situation. C'est le but aussi de ce podcast. Parce que moi, je pense et je vous avance dans ce podcast les raisons pour lesquelles, selon moi, la France ne nous donnera jamais l'indépendance. Et donc, si la France ne nous donne pas l'indépendance de son fait, pourquoi? Donc, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Là, maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant. On a posé un peu le décor, on va poser le contexte historique géopolitique et nous allons voir les raisons et les motivations derrière cette prise de décision de créer une compagnie des îles d'Amérique et d'occuper des territoires en Amérique. D'accord ? Après, faites-vous-en vos propres réflexions, votre propre conclusion sur ce sujet. Et si la France ne nous accorde pas l'indépendance, comment pouvons-nous aller vers une autonomie économique? C'est-à-dire s'assurer que notre territoire pleinement se développe de manière économique en réduisant le taux de chômage et en augmentant sa population qui est vieillissante, c'est-à-dire conserver les forces vives, les jeunes, les pousser à se réinstaller et à produire de la richesse sur le territoire. Comment pouvons-nous réaliser cela tout en imposant ou en essayant de négocier la possibilité de faire rayonner, entre guillemets, notre territoire et à travers la France, n'est-ce pas? Puisque si on n'arrive pas à être indépendant, il va falloir qu'on arrive à se consolider en tant que peuple martiniquais à part du fait de sa culture et de son histoire, et à part selon la manière dont ce peuple est administré aujourd'hui, qui, selon moi, ne répond pas aux mêmes libertés
égalité et fraternité que les compatriotes métropolitains. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste un constat. Si on est sorti d'une phase coloniale et que on continue à subir comment dirais-je, on continue à être dans un système colonial qui a juste changé de nom et qui a juste fait évoluer ses lois, mais conserve toujours ses intérêts stratégiques, géopolitiques et militaires, il y a forcément un décalage avec la réalité des compatriotes qui sont en métropole. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder de manière factuelle à partir de ce moment où on va regarder l'histoire pour venir faire ce pont et factuellement en faire nos conclusions et essayer de se poser les bonnes questions pour voir comment nous pouvons évoluer. Parce que selon moi, les amis, si nous n'avons pas cette réflexion, c'est par le sang qu'il va falloir réclamer notre indépendance. Regardez aussi l'histoire. Les pays qui sont sortis sous l'égide, sous la direction de la France, ont dû lutter et verser beaucoup de sang pour y parvenir. Peut-être que je ferai un podcast sur cela pour que vous puissiez vous rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Donc plongeons-nous dans le contexte historique et géopolitique de l'époque, cardinal de Richelieu, au début du XVIIe siècle. Donc les puissances européennes sont l'Espagne, l'Angleterre, le Pays-Bas, le Portugal et la France. Elles sont engagées dans une course à la colonisation pour étendre leur influence et tirer profit des ressources des Amériques. L'Espagne domine largement la région avec ses colonies en Amérique centrale et du Sud, ainsi que sur les grandes îles des Caraïbes comme Cuba et Hispaniola. La France, à cette époque, est encore peu présente dans les Amériques et ses efforts de colonisation sont assez limités. Donc le cardinal de Richelieu, conseiller principal de Louis XIII, homme de pouvoir centralisateur, souhaite renforcer la puissance économique et géopolitique de la France. Il voit une opportunité pour enrichir le royaume et entre parenthèses lui-même aussi et contester la domination espagnole et anglaise dans les Amériques. Donc voici les raisons. On a posé le contexte historique et géopolitique. Maintenant, on va rentrer un peu dans les raisons de la fondation de la Compagnie des îles d'Amérique. Donc Richelieu, lui, il voulait renforcer la puissance économique et géopolitique de la France, tout en enrichissant le royaume et lui-même. Donc, il va fonder pour cela une fondation, la Compagnie des îles d'Amérique. Première raison de cette compagnie, la création de cette compagnie, c'est contrer la domination espagnole et anglaise dans les Amériques. Il ne voulait pas louper le coche, le monsieur. Donc à cette époque, l'Espagne fait une très grande découverte, elle s'en vante. Elle est la plus grande puissance coloniale du monde, elle contrôle d'immenses territoires en Amérique. L'Angleterre commence également à s'établir dans les Caraïbes, avec certaines colonies. La fondation de la Compagnie des îles d'Amérique répond à un désir de Richelieu de réduire l'influence des copains, donc l'influence espagnole et anglaise dans la région. En créant la compagnie commerciale et coloniale, Richelieu cherche à établir une présence française durable dans les Caraïbes qui sont alors perçus comme riches en ressources naturelles. Et c'est toujours le cas. Cela n'a pas changé. Nous sommes toujours extrêmement riches en ressources naturelles, que ce soit maritimes, que ce soit minières, que ce soit... Bref, nous sommes riches en ressources naturelles, les amis. D'accord ? Bien, on continue. Deuxième raison. Relancer la colonisation française. Donc avant 1626, les efforts, vous le savez, de colonisation, notamment en Amérique du Nord, étaient très limités et mal soutenus. Donc la création de la Compagnie des îles d'Amérique visait à structurer ces initiatives. Donc l'idée était de fournir un soutien économique et militaire aux entreprises de colonisation de manière similaire aux compagnies fondées par d'autres nations européennes. Ça, j'aime bien, parce que l'idée était de fournir un soutien économique et militaire aux entreprises de colonisation, c'est-à-dire aux colons installés. Il fallait qu'ils puissent se défendre contre les autres puissances, et il fallait qu'elles puissent conserver leur territoire et leurs intérêts. Donc, c'est là que vient l'idée de fournir un soutien économique et militaire aux colons installés. Et ce qu'on remarque, et je fais un pont, je ne devrais pas, ce n'est pas le moment, j'ouvre une parenthèse, à vous de me dire ce que vous en pensez, c'est que lorsque les intérêts des Français installés sur les territoires d'outre-mer qui peuvent venir à revendiquer ou à détériorer des biens, eh bien on se retrouve avec un soutien militaire
pour fournir, pour garantir tout simplement la sécurité des biens et des personnes installées sur les territoires. Je referme cette parenthèse, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je vais vite en besogne, hein, mais j'ai ouvert cette parenthèse parce qu'elle était intéressante. Donc la compagnie avait pour mission de coloniser des îles, ce qu'elle a fait, hein, elle a colonisé la Guadeloupe, la Martinique, Dominique, à l'époque, Saint-Christophe, et les colons français pouvaient ainsi exploiter ces territoires tout en servant les intérêts de la couronne. Donc, vous verrez, hein, il y a un pont aussi avec les lois, vous verrez. Il y a une loi, Girardin, on va en parler plus tard, qui est un peu, je trouve, dans la continuité de cette réflexion. Bref, troisième raison, accroître la richesse et l'influence de la France. Donc Richelieu avait une vision mercantiliste. Alors, avant d'aller plus loin, il faudrait que je vous définisse ce qu'est une vision mercantiliste. Qu'est-ce qu'on entend par le mercantilisme? Alors, je ne veux pas aller trop loin dans cette définition, mais juste, je dirais, la politique mercantiliste, c'est une doctrine économique qui a dominé en Europe entre le XVIe et XVIIIe siècle, prônant l'intervention de l'État pour augmenter la richesse et le pouvoir de la nation. Elle s'appuyait sur l'idée que la prospérité d'un pays dépendait de l'accumulation des richesses, principalement en métaux précieux, comme l'or, l'argent, et d'un excédent commercial, exportation supérieure aux importations. Et vous voyez que la France métropolitaine importe beaucoup de la Caraïbe, enfin en direction de la Caraïbe, et importe peu de la Caraïbe. Je reprends ma phrase, la France métropolitaine exporte beaucoup en direction de la Caraïbe et importe peu de la Caraïbe. Okay. Donc, voici les caractéristiques clés de cette politique. Premièrement, accumulation des biens précieux, des métaux précieux. Accumulation de l'or, de l'argent. Donc, ce qui fait que la France aujourd'hui a une grosse réserve d'or, pas se mentir. Des excédents commerciaux. L'idée centrale était de maintenir une balance commerciale positive en favorisant les exportations, en limitant les importations. L'objectif était que les autres nations dépensent leurs richesses dans les produits de la nation exportatrice, renforçant ainsi sa puissance économique. Protectionnisme. Les pays mercantilistes imposaient des tarifs douaniers élevés sur les produits étrangers pour décourager les importations, tout en subventionnant et en protégeant les industries locales. Ça ressemble un peu à l'octroi de mer, ça. Cela favorisait l'autosuffisance et empêchait la fuite des capitaux vers d'autres nations. Je referme ma petite parenthèse de l'octroi de mer, on aura l'occasion d'en parler. Le monopole commerciaux. L'État accordait des privilèges à des monopoles à certaines compagnies commerciales, souvent pour exploiter des colonies ou des routes commerciales. Par exemple, la Compagnie des Indes orientales, la Compagnie des Indes occidentales bénéficiaient de droits exclusifs pour le commerce dans certaines régions, servant à la fois les intérêts économiques et stratégiques du pays. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, ces compagnies n'existent plus. Vers qui a été déporté ces droits exclusifs pour le commerce? Vers qui? Exploitation des colonies. Les colonies étaient essentielles pour fournir des matières premières à bas prix et servir de débouché pour les produits manufacturés de la métropole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles n'étaient autorisées à commercer qu'avec la métropole, créant un marché captif et empêchant toute concurrence étrangère, donc tout développement de la colonie. Intervention de l'État, donc l'État dans le mercantilisme, c'est un État qui intervient beaucoup. Donc le mercantilisme encourageait un fort interventionnisme étatique pour réguler l'économie. L'État jouait un rôle actif dans le contrôle des ressources, la fixation des prix, le soutien des industries jugées stratégiques. Donc ça n'a pas... Et les rois et ministres, comme Jean-Baptiste Colbert sous Louis XIV en France, étaient particulièrement actifs dans l'application de ces politiques. Donc, bref. Développement des industries nationales. Les États mercantilistes cherchaient à renforcer leur capacité industrielle en produisant localement des biens qui étaient auparavant importés. Cela visait à réduire la dépendance aux produits étrangers tout en créant des emplois et en augmentant la productivité. Impact de la politique mercantiliste. La politique mercantilisme, donc le mercantilisme, a permis aux États européens d'enrichir leurs coffres et de renforcer leurs capacités militaires et économiques. Cependant, cette politique a aussi engendré des conflits commerciaux, des guerres et une exploitation intense des colonies. Elle a également posé les bases des premières critiques économiques, notamment celles des économistes classiques comme Adam Smith,
qui ont plaidé pour le libre-échange et contre l'interventionnisme excessif de l'État. Donc aujourd'hui, le libre-échange se fait uniquement au sein de l'Union européenne. Hein. Je referme cette petite parenthèse où j'ai voulu quand même vous donner une définition, une approche, les caractéristiques du mercantiliste qu'avait Richelieu, cette vision mercantiliste qu'avait Richelieu. Pourquoi il l'avait, dans quel contexte il l'avait, c'était dû à un contexte, d'accord? Mais on se rend compte qu'il y a des restes de ce contexte, mine de rien. Donc Richelieu avait une vision mercantiliste. Donc ça, c'est pour la troisième raison, accroître la richesse et l'influence de l'État. Il croyait que l'accumulation de richesses dans les colonies renforçait la puissance économique et militaire du royaume. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse, un petit pont. Les raisons pour lesquelles la France ne va pas nous donner notre indépendance, c'est qu'on contribue à renforcer la puissance économique et militaire de la France. Je ne dis plus du royaume, on est en 2024, de la France, d'accord? Bref, je referme la parenthèse, on continue. En promouvant l'exploitation des îles des Caraïbes, Richelieu espérait que les plantations de sucre, de tabac et d'autres cultures enrichiraient la France. N'oubliez pas, je vous avais dit dans la première partie, qu'il y avait un marché à couvrir. Ce marché, il fallait le couvrir. Parce que les pays européens étaient friands des produits tropicaux. D'accord? Donc les îles des Caraïbes étaient particulièrement attractives à cause de leur climat favorable aux cultures tropicales qui étaient très demandées en Europe. Donc la compagnie visait à capter une part de ce commerce. Ensuite, protéger les intérêts commerciaux français, c'est une quatrième raison. Ça veut dire quoi? La compagnie, à la base, elle a été conçue pour protéger les intérêts des marchands et des colons français dans les Caraïbes. Elle était là pour protéger les colons français et leurs intérêts. Donc, empêcher les autres pays européens de venir faire pression sur eux, les Anglais, les Espagnols, etc. Et garantir aussi l'échange entre la métropole. D'accord? Donc, on se rend compte que finalement, j'ouvre un point, cette notion de protection d'intérêts des marchands et des colons français dans la Caraïbe, est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours? Comment pouvons-nous retrouver ça de nos jours? Sous quelle forme? Puisque les choses évoluent. Les choses ne s'arrêtent pas, les choses se transforment et évoluent. Vous allez voir que la compagnie elle va changer de nom à un moment donné, puisqu'elle n'a pas duré. On est en 2024, on sait bien que la compagnie n'existe plus. Mais elle a évolué, il y a des choses qui ont été gardées, des choses qui ont été transformées, mais elle a évolué, c'est ce qu'on est en train de voir plus tard. Donc, continuons. Les membres de la compagnie avaient l'exclusivité du commerce avec les colonies. Déjà, la compagnie, elle est là pour protéger les intérêts des marchands et des colons français dans la Caraïbe, mais elle est là pour rapporter de l'argent aux membres, aux personnes qui font partie de cette compagnie. Et Richelieu, n'oubliez pas que c'est un homme qui aimait tout diriger. C'est un homme centralisateur. Donc, lui, il faisait partie de cette compagnie. Donc, il avait aussi l'exclusivité de ce commerce. Il ne faut pas se voiler la face. L'État, certes, prenait sa part, mais lui aussi, il prenait sa part. Donc, ça permettait de tirer des profits importants, tout en assurant que les ressources coloniales bénéficieraient principalement à la France. En fournissant un cadre commercial structuré, la compagnie contribuait à l'expansion économique de la France et à la protection des intérêts français face aux autres puissances coloniales. Cinquième raison, centralisation du pouvoir sous Richelieu. Je vous ai dit que Richelieu, c'est un homme de pouvoir et de centralisation. D'accord? En créant la Compagnie des îles d'Amérique, il a pu contrôler directement les opérations de colonisation et le commerce des colonies sous l'autorité de la couronne. Bon, comme il faisait partie de la compagnie, forcément, il s'enrichissait aussi. Cela lui permettait de s'assurer que les colonies servaient non seulement les intérêts économiques du pays, mais aussi ses objectifs politiques et militaires. Puisque c'est lui qui dirigeait un peu le pays. Donc forcément, il avait des objectifs politiques et militaires. Il souhaitait donc également renforcer le rôle de l'État dans les affaires commerciales, contrairement aux initiatives privées qui étaient plus difficiles à contrôler. C'est sûr, on ne va pas laisser des compagnies privées venir faire le boulot alors qu'il y a une carte à jouer pour l'État. Donc c'est comme ça qu'il a centralisé le pouvoir. Donc si on fait un point sur le fonctionnement et le développement de la Compagnie des îles d'Amérique, on sait qu'elle a été fondée avec l'objectif de coloniser des îles, c'est-à-dire de positionner la France, de montrer que la France, elle est là, elle a un rôle à jouer comparé aux
aux autres puissances coloniales. Donc, elle a bénéficié de privilèges royaux, comme le monopole de commerce avec les colonies. Forcément, vu que Richelieu, c'était l'homme le plus important en France après le roi, forcément, la compagnie qu'il a fondée était là pour créer du monopole. Non seulement pour les caisses de la France, mais aussi un peu pour les membres qui faisaient partie de la compagnie. Ça, on l'a bien compris. Donc, la possibilité de lever des troupes pour défendre ces territoires était quelque chose d'assez important, c'est-à-dire des troupes militaires, des forces militaires, c'était assez important de pouvoir le faire sans trop de problèmes. Donc, on voit que le fonctionnement et le développement de la compagnie est très lié à l'empire français de l'époque et avait des objectifs clairs. Se positionner et montrer qu'on est présent sur les lieux et savoir se défendre nos intérêts si besoin, tout ça pour générer des profits au moyen de, de l'économie de plantation. J'aimerais justement qu'on parle de Pierre de Lindesnambus. Pierre, à quel moment il est devenu une figure centrale de la compagnie? Eh bien, à la base, c'est un corsaire et un aventurier. Et il a été missionné en 1635. On lui a demandé de prendre possession de certaines îles, d'asseoir la présence de la France dans les Caraïbes. Ce qu'il fait avec brio, parce qu'il va mettre en place une stratégie. Il va prendre possession de la Martinique, il va prendre possession de la Guadeloupe, il va prendre possession de certaines îles, et on va y mettre l'économie de plantation. Donc les colonies françaises dans les Caraïbes ont rapidement adopté cette économie en utilisant des esclaves africains pour cultiver la canne, le sucre, le tabac et d'autres produits destinés à l'exportation vers la métropole. On reste toujours sur Pierre parce qu'il avait une stratégie qui était incroyable. Sa stratégie de colonisation était de cibler les îles sous peuplement ou avec une faible présence européenne, c'est-à-dire des îles sur lesquelles on avait des populations autochtones caraïbes. Et en Martinique, la population autochtone caraïbe, elle a été résistante. Elle n'a pas faibli. Elle a été résistante au début, mais malheureusement, elle ne disposait pas des moyens militaires pour repousser les colons français de manière durable. Donc c'est pourquoi Pierre a pu s'installer facilement en Martinique et de manière, j'ai envie de dire, presque durable. Donc il avait une stratégie, d'accord? Et cette stratégie, elle a fonctionné et lui a permis de gagner des îles pour permettre à la France de s'implanter durablement dans la Caraïbe. Cependant, la compagnie a du mal à prospérer sur le long terme. Les îles des Caraïbes étaient en proie de nombreuses attaques, notamment de la part des Anglais et des Hollandais, et la compagnie n'avait pas toujours les moyens de protéger ses possessions. Donc en 1642, après la mort de Richelieu, la compagnie a été réorganisée sous le nom de Compagnie des Indes occidentales, mais elle finira par disparaître. Alors oui, la compagnie en elle-même, elle n'existe plus, donc ce qui permet de dire à la France qu'ils ne sont plus sous un système colonial, mais des raisons pour lesquelles cette compagnie a existé demeurent encore et sont totalement d'actualité. Nous verrons cela quand nous ferons le pont. En conclusion, avec le cardinal de Richelieu, il a fondé la Compagnie des îles d'Amérique en 1626 pour renforcer la position de la France dans les Caraïbes, exploiter les richesses agricoles des îles, s'opposer à l'influence des puissances coloniales concurrentes, notamment l'Espagne et l'Angleterre. L'objectif était de centraliser les efforts de colonisation et de commerce sous l'autorité de l'État français, tout en créant des bases solides pour l'expansion économique et militaire du royaume dans le Nouveau Monde. Je parle de la Martinique, je suis martiniquaise. La Martinique colonisée en 1635 sous l'égide de cette compagnie est l'une des réussites durables de ce projet. On ne va pas se mentir, nous sommes une collectivité, un territoire d'outre-mer. Nous sommes en 2024. Donc, j'ai une question, elle m'a beaucoup titillé, c'est comment la France a-t-elle pris le contrôle face aux autres puissances coloniales? Comment la France a-t-elle réussi ce tour de main? Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la France a pu établir son contrôle sur la Martinique, malgré la présence des autres puissances coloniales. On va parler premièrement des Espagnols. Les Espagnols, eux, bien qu'ayant revendiqué la plupart des îles des Caraïbes après la découverte de colons, ils se sont concentrés principalement sur les colonies continentales, Amérique du Sud, et les grandes îles comme Cuba, Hispaniola, et les petites îles, dont la Martinique, tout ça, étaient moins priorisées par les Espagnols. Ce qui a permis à d'autres puissances de s'y implanter. Donc on dira, première raison,
qui a permis à la France de s'implanter dans les Caraïbes, c'est la négligence des Espagnols. Deuxième raison, c'est l'absence d'une présence portugaise forte. Mais le Portugal aussi était une grande puissance coloniale. Mais le Portugal se concentrait sur ses possessions au Brésil et en Afrique. Donc il n'y avait pas de forte présence portugaise dans les Caraïbes à cette époque. Deuxième raison. Troisième raison, la rivalité avec les Anglais. Alors là, les Anglais, ils étaient déjà implantés dans les Caraïbes. Okay, donc ils n'ont pas pris la Martinique à cette période parce qu'ils étaient concentrés sur leur première colonie. D'accord ? Donc, les rivalités franco-anglaises continueront d'avoir des répercussions tout au long des siècles suivants, aboutissant à plusieurs conflits pour le contrôle de la Martinique. Un coup anglaise, un coup française, voilà, ils se sont battus, ils ont tout fait pour avoir le contrôle. Donc, une forte rivalité. Et c'est la France qui, finalement, a gagné, puisque la Martinique est française. Ensuite, quatrième raison qui a permis à la France de s'établir, c'est le soutien de la Compagnie des îles d'Amérique. Pierre, en tant que corsaire, il avait le soutien de la Compagnie des îles d'Amérique, une société fondée par Richelieu pour exploiter les ressources des colonies. Donc ça veut dire qu'il a eu des moyens financiers et logistiques pour étendre l'influence de la France dans les Caraïbes. Et cinquième raison, ce qui a très bien marché, Pierre avait une bonne stratégie, je vous en ai parlé précédemment, une très bonne stratégie de colonisation. Il ne ciblait que les îles avec une faible présence européenne. Donc les populations autochtones caraïbes se faisaient déglinguer et ensuite il occupait le territoire, défendait l'exportation et des biens en direction de la métropole, ainsi de suite. D'accord ? Donc, voici pourquoi, selon moi, la France a pris le contrôle face aux autres puissances coloniales, notamment de la Martinique et de la Guadeloupe, puisque si on fait un point de situation, c'est la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, quelques îles, pas plus, aujourd'hui que la France a au sein de la Caraïbe, et puis la Guyane, hein, parce qu'il faut parler de Guyane comme un territoire d'outre-mer aussi. Donc, quel a été l'héritage de Pierre ? Pierre, il a fait le boulot avec la Martinique, il a réussi à implanter la France dans les Caraïbes, c'était son objectif. Il meurt en 1637. 2 ans après avoir pris possession de la Martinique. C'est son neveu, Jacques Diel du Parquet, qui devient gouverneur de la Martinique et poursuit l'œuvre de colonisation. Sous sa gouvernance, la Martinique produit. Elle devient rapidement une île prospère, grâce à l'introduction des plantations de sucre et à l'utilisation massive des Africains pour les exploiter. Donc l'implantation française en Martinique a marqué le début d'une présence coloniale qui qui allait durer jusqu'à nos jours, avec des répercussions profondes sur la culture, l'économie et la société de notre île. En conclusion, Pierre a joué un rôle central dans la colonisation française de la Martinique, mais pas que, en prenant possession de l'île à une époque où d'autres puissances coloniales comme les Espagnols, les Anglais, les Portugais étaient déjà actifs dans la région. Donc sa stratégie a été audacieuse. Le mec, il a bien réfléchi son coup. Et il était soutenu par le royaume, la compagnie. Au travers de la compagnie, le royaume défendait ses intérêts de manière militaire aussi. Donc il a pu établir les premières bases d'une colonie française durable dans les Caraïbes, contribuant à l'influence croissante de la France dans cette région. Voilà pour le bond dans le passé, avec quelques ponts dans le présent. C'est des petites pistes de réflexion que je vous proposais et j'espère que vous allez prendre le temps de bien réfléchir à cela et de vous faire d'avoir votre propre réflexion sur le sujet. Voyez comment et pourquoi la France s'est établie dans les Caraïbes, pardon. D'accord ? Bon, la prochaine vidéo va tenter de répondre à la question pourquoi la France ne souhaite pas l'indépendance pour ses territoires. Pourquoi la France ne souhaite pas l'indépendance pour ses territoires. Donc dans cette vidéo, on va reclasser aujourd'hui quels sont ces territoires, quels sont les territoires d'outre-mer et les départements ou collectivités que la France a aujourd'hui d'outre-mer, pourquoi elle ne souhaite pas l'indépendance, et si nous voulons l'indépendance, il va falloir que l'on soit preuve d'une énorme
Ah, je sais pas, hein, mais ça va être compliqué parce que les derniers territoires français, enfin que la France avait en tant que pays colonisateur, ils ont dû arracher leur indépendance par le sang. Ça n'a pas été négocié. Hein. Ça n'a pas été du tout négocié. Donc ce n'est pas c'est quelque chose qui va être très très difficile. On verra. En tout cas, dans ma prochaine vidéo, mon prochain podcast, on va tenter de répondre à cette question, pourquoi la France ne souhaite pas l'indépendance pour ses territoires. Donc on va faire des ponts avec ce qu'on a vu aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Laissez dans les commentaires vos avis, vos réflexions. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui traite de notre et de nos actualités. Maman, nous parler, c'est parler seulement nous parler. Ne pas fâcher. Prenez soin de vous. Tchuss.